Donc c'est à moi qu'il revient l'honneur de présider la dernière table ronde, le dernier panel de ce colloque, en prenant bien conscience que nous sommes vendredi après-midi, mais vu la qualité des intervenants de mon panel, je pense que vous allez oublier que nous sommes vendredi après-midi et être passionnés par leurs échanges qui ont déjà commencé, je dois vous le dire, à la pause. Et l'avant-goût que j'ai eu me laisse présager vraiment d'un panel intéressant. Alors, je remercie à mon tour les organisateurs de ce colloque, qui ne m'écoutent pas, mais vous leur transmettrez. Sans plus attendre, je vais vous présenter donc les intervenants. Nous aurons Antonietta Elia qui vient de l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui interviendra sur la protection de la liberté religieuse en Europe et qui va précisément s'interroger sur donc la protection de la liberté religieuse en Europe. Est-elle en crise à la lumière de la jurisprudence européenne? Alors je pense plutôt, donc une comparaison entre Cour européenne des droits de l'homme et Cour de justice de l'Union européenne, hein, c'est ça? Exact. Ensuite, nous aurons donc Marc Huitendale, j'espère que je ne fais pas de bêtises. Bon, Marc, en fait, qui est à ma droite, de l'Université libre de Bruxelles, et qui nous parlera du modèle belge de neutralité. Quant à Xavier, alors je peux le nommer du coup Delgrange, il interviendra lui sur les cours suprêmes à l'épreuve du foulard islamique, avant qu'Aurélien Javel, qui est ici et qui est doctorant sur le pluralisme en matière religieuse, ne prenne son rôle de discutant pour 10 minutes. Donc nous allons commencer avec Antonietta pour la protection de la liberté religieuse. Alors je pense que vous demandez tous si elle est en crise ou pas, je pense qu'on a bien effectivement la réponse. C'est à vous Antonietta, donc pour un quart d'heure. Ouais. Merci. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi aussi de remercier infiniment les organisateurs de cette conférence et pour m'avoir donné le privilège d'être ici. Et en particulier, Monsieur le professeur Carpano et Madame le professeur Basilian Gange. Pour revenir sur... je vais commencer pour la fin. Donc, en fait, je ne sais pas si elle est en crise, la liberté des religions. Mais je veux dire, je n'ai pas de réponse certaine. Mais c'est vrai aussi que elle passe quand même pas mal de turbulences, j'ose dire. En fait, ces sketchs, dus à la limite du temps, fait partie d'un projet un peu plus large, qui inclut aussi les conséquences de la jurisprudence européenne et dans le droit comparé national et européen. Mais ici, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est juste photographier la condition de la liberté religieuse individuelle, pas collective. Parce que peut-être que celle-ci, oui, on pourrait la considérer en crise. Et je vous dirai tout de suite pourquoi. C'est vrai que, commençons par la Cour européenne des droits de l'homme, comme il y a très longtemps déjà le disait monsieur le professeur Floss, la Cour européenne n'a jamais eu une adresse constante dans la matière, avec les conséquences aussi par rapport au rôle même que la Cour pouvait développer au milieu de la protection des droits fondamentaux en Europe en tant que Cour constitutionnelle européenne. Cela dit, permettez-moi de signaler que à partir notamment du cas du cas Marx contre Belgique de 1979, la Cour a commencé à fixer des obligations positives, mais pas en relation directe avec la liberté des religions individuelles. Ça veut dire
l'article 9 de la Convention, mais bien plutôt en relation avec la protection de la vie privée et familiale, c'est-à-dire l'article 8. C'est-à-dire que, tout d'abord, la Cour protégeait la liberté religieuse ou la liberté de choisir, dans ce cas spécifique, l'éducation linguistique, dans le cas dans un cas antérieur de 1968, et d'accord à sa propre religion comme influençant la vie privée et familiale, plutôt que le droit individuel à s'exprimer et à exprimer sa propre identité religieuse. Donc, l'obligation positive initiale que la Cour a individuée dans ce cas, c'est que les États sont obligés à prendre toute mesure nécessaire à faire en sorte que chacun puisse avoir accès puisse choisir la formation religieuse de son choix. Dans un deuxième groupe de cas, les plus importants que je signale, c'est Dahalab contre contre Suisse de 2001, ainsi que Kurtulmuş contre Turquie de 2006. Dans ce cas, l'obligation positive de l'État que la Cour européenne a individuée, c'est celle-ci de garantir un service public objectif et neutral. Parce que dans ces deux cas, on était dans l'ambiance de travail et dans l'offre d'un service public, spécialement l'instruction, parce que les deux recourants, ils étaient engagés en tant que professeurs. Et donc, le fait d'exprimer sa propre religion tout en habillant le voile islamique pouvait en quelque sorte influencer la formation et l'éducation des enfants ou bien des étudiants, tout en blessant le principe de neutralité que l'État est obligé de garantir. Le troisième groupe réfère en particulier à un cas, toujours obligation positive de l'État, par respect d'un droit individuel spécifique en tant que drapeau, si vous voulez, de l'identité personnelle et individuelle. Et le dernier cas des obligation positive, c'est le Palomo Sanchez et autres contre Espagne. Dans ce cas-ci, ainsi que la Cour renforce cette nécessité que l'État puisse maintenir un certain degré de neutralité au détriment de la liberté religieuse individuelle. Ça, au moins, c'est mon opinion initiale. Cela dit, le cas qui a fait objet de plusieurs débats et qui remonte au 2014 et que, à mon avis, certains ont dit que c'est une exception, des autres ont dit que ce n'est que peut-être la clef de voûte. Permettez-moi de faire cette petite citation. Et c'est le cas SAS contre France. Parce que c'est la première fois que la Cour européenne est appelée directement par l'arrêt courant, dans ce cas, une jeune fille de religion islamique française
qui était soumis en France à les conséquences, les sanctions qui ont été établies par la loi 11 092 de 2010. La requérante s'est plaignée, entre autres choses, pour aller vite, d'avoir vu comme son identité personnelle, qui inclut la possibilité d'exprimer sa propre religion à travers de l'usage du niqab dans le public, avait été complètement bafouée, si vous voulez. Donc, c'est la première fois qu'on associe identité personnelle et culturelle à liberté individuelle religieuse dans le contexte de la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, la Cour avait la possibilité finalement de faire un changement épocal, si vous voulez. Et dans une certaine manière, elle l'a fait, on peut le dire. Parce que si bien elles reconnaissent que toute intervention de l'État a limité les droits des libertés individuelles doivent être exceptionnels, soumis à les conditions qui, dans le cas de la liberté de religion, sont inclus dans le même article 9. Toutefois, elle conclut que l'article 9, au paragraphe 125 du jugement, ne protège pas toutes les formes d'expression, tous les actes qui puissent être reconduits à la liberté individuelle religieuse. Et que donc le gouvernement français avait bien fait, d'accord avec sa loi, à limiter l'usage dans le public des vêtements islamiques de la requérante. Donc, la loi française qui discipline, qui réglemente l'usage des vêtements, qui prohibe, si vous voulez, qui interdit, merci, qui interdit la possibilité de être dans les espaces publics le visage couvert, indirectement l'utilisation de vêtements religieux, était conventionnellement conforme, si vous voulez, ou conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que l'État français, dans ce cas, est dans la meilleure position pour garantir les valeurs d'un État démocratique, parmi lesquelles il faut tenir en compte le principe du vivre ensemble. Ça, c'est la chose la plus étonnante, parce que tandis qu'on limite une liberté fondamentale à travers des catégories juridiques, donc on est dans un état de droit. Mais qu'est-ce qui se passe quand on utilise des métacatégories ? Qu'est-ce que c'est le principe de vivre ensemble ? Pourquoi je ne peux pas vivre ensemble avec quelqu'un qui passe dans la rue tout en expressant sa religion ? Ça m'empêche de vivre ensemble aux autres. Cela dit, la Cour, et en fait, je n'ai pas le temps de... ici, je le ferai dans la contribution, j'espère. Tous les cas qui ont vu la condamnation et tous les cas suivants devant la Cour où l'État convenu, c'était la France ou la Belgique, ou plutôt la Belgique, à partir de ce moment, vont dans la même direction.
toujours living together en anglais, vivre ensemble, sans aucune variation au sujet. Et ça a été appliqué aussi donc, dans l'environnement de travail. Autre aspect qui nous intéresse quand on pose notre regard à propos, par rapport à la Cour de justice de l'Union européenne. Là, la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cas spécialement conflictif, si vous voulez, Arbita et... j'arrive pas à le prononcer. Bon, les deux sont de 2017, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fixe, je ne sais pas le prononcer, comment c'est? Non. Boudina. Ah, merci, Boudina. Boudina. Non, je ne sais pas le prononcer. Bon, d'accord. Mais de toute façon, ce sont deux cas qui ont été décis conjointement en 2007 par la Cour de justice de l'Union européenne. Et c'est important parce que les deux cas fixent 3 points fondamentaux. Et dans le travail, l'usage des symboles religieux, la prohibition des symboles religieux individuels, on parle individuel, pas dans les locaux, n'est pas discriminatoire si l'entreprise a prévu un règlement interne qui puisse prévenir l'employé par rapport à l'usage des vêtements et des reconnaissances religieuses, politiques et tout ça. Mais, deuxième point, comme cela élimine la possibilité d'une discrimination indirecte, donc il faut voir si, dans l'absence d'un règlement pareil, existe une nécessité professionnelle genuine, authentique, voilà. La version anglaise, c'est genuine. Ça veut dire si l'entrée, l'objet de l'entreprise est conforme à est légitime pour admettre une telle prohibition. Et troisième point, et je finis, merci pour la tolérance. Le troisième point, c'est la possibilité que l'employé soit déplacé sur un autre poste dans le cas où refuse d'appliquer le règlement existant. Merci, je m'excuse pour avoir pris un peu plus de temps. Merci. Merci beaucoup déjà de nous avoir montré l'importance de comparer, et c'est vraiment un chantier, la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH.